Et je tiens à dire à M. Obami tout que vous n'avez pas le monopole des pleurs des Congolais. Moi aussi, j'ai des parents qui ont été tués par des Koulouna, n'est-ce pas? Vous n'avez pas ce monopole-là, ok? Affirmatif, je vous dis que c'est un mensonge, Monsieur Mafimba, c'est de l'invective, c'est de la diffamation. Les hommes politiques dignes de ce nom ne sont pas dans la diffamation ni dans le mensonge. Lucien Moi, je Pambo. vous ai... Oui, d'abord, il n'y a pas d'attaque abdominale, effectivement. Attendez, non, vous nous reprochez d'être dans l'émotion. Attendez, on vous a écouté. Allez-y, donc, Lucien, allez-y. voilà. Vous nous reprochez d'être dans l'émotion. C'est vous qui êtes dans l'émotion. C'est un problème global, collectif. On essaie de présenter les faits. Bien, l'expérience politique, que vous la vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, de M. Magloire Mafimba, l'amène à poser un certain nombre de faits. Bien, répondez-lui sur ces faits-là, plutôt que d'apporter l'élément émotif dont vous nous avez reproché tout à l'heure pour essayer de décrire une situation difficile. Bien. Alors, ma question, une fois ceci mis en place, ma question est la suivante. Très bien, monsieur Obami Itou, le docteur a mis l'accent sur le caractère exceptionnel de l'intervention, effectivement, de l'armée. Mais de grâce, il a fallu attendre 15 ans. Bonsoir à tous. Les éléments de la Direction générale de la sécurité présidentielle, la DGSP, et de la garde républicaine ont entamé ce week-end l'opération contre les bébés noirs. Les bébés noirs sont des jeunes qui sèment la terreur à Brazzaville. Pour tenter de décrypter cette opération et surtout comprendre ce phénomène, je reçois ce soir Lucien Pambou, éditorialiste. Bonsoir Lucien. Bonsoir, bonsoir Carly, et bonsoir à nos co-débatteurs. À vos côtés, Théo Mbemba, éducateur spécialisé. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie, Guy Mafimba, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, Carly, merci. Le docteur Benouté Touéré, enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Carlyle. Et nous accueillons en duplex M. Abel Patrick Obami Itou, banquier professionnel, secrétaire fédéral du PCT en Europe, en charge de l'environnement et du développement durable. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions. Messieurs, quel est votre regard sur cette opération qui a débuté ce week-end? Lucien Pambou. C'est une opération sécuritaire, mais je pense que la réponse n'est pas que sécuritaire dans cette question-là. On en parlera. Hein. Oui, bien sûr. Pour l'instant, on va planter le décor. Exactement. Bon, les Koulouna, d'où viennent-ils? C'est un mot anglais, colonne, ça veut dire groupe armé. Bien. Ce mot groupe armé, effectivement, il vient d'abord de la RDC. Dans les années 90-2000, on avait des jeunes gens, bien entendu, qui, armés de machettes, armés de gourdins, armés de barres de fer, faisaient régner la terreur dans leur quartier. Alors, s'arrêter là, c'est normal qu'on apporte une réponse sécuritaire. Pourquoi le font-ils? J'espère qu'on va, en fait, ici, essayer d'expliquer, à la fois politiquement, institutionnellement et sociologiquement. Nous sommes là à faire en face, effectivement, de ce que les sociologues appellent des groupes de petite taille. Ces groupes de petite taille, en fait, créent une espèce de sentiment d'appartenance et ils font régner la terreur et ils prennent le pouvoir par la violence, ou ils essaient de prendre le pouvoir par la violence. Alors, pour laisser circuler la parole... Mais dans un premier temps, Lucien, est-ce que vous saluez cette opération des militaires, j'ai envie de dire? Je ne sais pas si on peut la saluer. Alors, quand on reste dans la réponse sécuritaire, on est content. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. C'est-à-dire, pourquoi je le dis que ce n'est pas suffisant? Ce problème, en fait, était connu il y a fort longtemps, mais il semble que les instances de contrôle, comme la police, l'armée, ne faisaient pas correctement leur travail. Que s'est-il passé tout d'un coup pour que l'on poursuive ces jeunes-là? Bien sûr, il faut les poursuivre. Bien sûr, il faut effectivement apporter des réponses sécuritaires. Mais la manière de le faire pose problème. En tout cas, on reviendra sur les causes profondes de ces phénomènes, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette actualité qui est l'opération, comme je disais, de la DGSP et de la garde républicaine. Je me tourne vers M. Théo Mbemba. Merci. Vous savez, ce sont des enfants, ce sont des adolescents, des jeunes majeurs, donc des hommes en devenir. Et c'est vrai que face à une telle situation, qui est difficile pour l'ensemble de la population, bien entendu,
il peut y avoir une réponse sécuritaire. Mais ce n'est pas la seule. Parce que, qu'est-ce qui a fait que ces enfants-là, à un moment donné, se retrouvent dans ces situations? La responsabilité, elle peut être collective, principalement au niveau des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a mis en amont pour que cette population puisse grandir, j'allais dire, dans des conditions les meilleures? Parce que tout individu a besoin d'un bien-être, un bien-être sociétal, pour non seulement apprendre à vivre avec les autres, mais aussi se construire de façon individuelle. Et les mécanismes de prévention, les mécanismes de gestion de la violence doivent être interrogés pour accompagner par la voie éducative. Monsieur Memba, quand on voit aujourd'hui la population congolaise, une partie de la population qui salue cette opération, ça dit quelque chose quand même. Ce ne sont pas des enfants de cœur, comme on dit. Oui, bien entendu. Vous savez, effectivement, parmi cette population, il y a des jeunes qui ont attenté à la vie de nos concitoyens. On peut l'entendre. Mais je dis que la réponse sécuritaire n'est pas la seule. Donc vous ne saluez pas cette opération de la DGSP ni de la garde républicaine? Je dirais il faut faire les choses par étapes. Bien. On va revenir sur les causes. Rassurez-vous, donc vous aurez le temps de faire votre analyse. Je me tourne vers M. Abel Patrick. Quel regard portez-vous sur cette opération, monsieur? Pour ma part, merci de m'accorder la parole. Je pense que c'est une opération qui est salutaire pour le Congo. Je ne peux pas occulter qu'il y a des difficultés effectivement sur des questions de chômage, sur des questions, mais en fin de compte, la force publique est composée de 3 entités, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les forces armées congolaises. Pour ma part, je pense que, comme a dit le docteur, la solution sécuritaire n'est pas la solution la mieux appropriée. Il faut voir ce phénomène dans un cadre global, accompagner effectivement des acteurs publics, la société civile, le gouvernement, créer une synergie d'approche pour apporter une solution globale. Mais ce que je peux dire d'emblée, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. On l'a vu au Salvador, le président a engagé l'armée pour éradiquer les bandes armées, les bandes, mais c'est une opération qui est saluée par la population. Mais j'aimerais simplement distinguer l'émotion qui est passagère et l'émotion qui est intempestive avec l'esprit patriotique. Ce qui nous unit ici, c'est que nous avons en partage le Congo. Et tous les acteurs politiques sur le plateau sont ici pour débattre, pour trouver des solutions qui engagent la transformation réelle de notre pays. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous, Guy Mafimba. Oui, vous savez, c'est ce qui se passe avec cette opération enclenchée et déclenchée par la Direction générale de la sécurité présidentielle est vraiment démontre la passion, des controverses et autres. Mais M. Obami tout le disait tout à l'heure, au-delà de l'émotion, l'acteur politique doit réfléchir sur 2 ou 3 éléments. Premier élément, c'est se dire déjà que ces groupes posent... Moi-même, qui vous parle, j'ai été victime en 2013. C'est pour dire que ça date de plus de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ce phénomène. J'ai été victime à Brazzaville. Et ils sont des bandes armées assez violentes, première chose. Deuxième chose, il faut maintenant se poser la question de savoir pourquoi maintenant, et ce que j'appelle, moi, une expédition punitive, parce que ce qu'on ne dit pas, la DGSP a commencé à réagir parce un ancien officier de la DGSP a été agressé par les bandes armées. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été conçu de manière, on va dire, institutionnelle, à travers la mise en place d'un comité interministériel et autres. Donc ça pose un problème d'abord juridique. Ce d'autant plus que quand il y a expédition punitive, il y a malheureusement des exécutions extrajudiciaires.
Or, le Congo ne vit pas... non, le Congo a signé des conventions, ratifié des conventions et des traités. 1. 2. La Constitution congolaise, dans son article 8, le dit clairement. La vie humaine est sacrée. Donc, ça pose un problème juridique. Deuxième problème, on va y arriver, un problème opérationnel. Est-ce que, au bas mot, je vais être factuel, ces 1000 jeunes qui tuent, qui pillent, qui volent, ils sont 1000 à peu près, dans une ville comme Brazzaville de 3 millions d'habitants. Donc pendant 15 ans, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'en 15 ans, on ne pouvait pas éradiquer ce phénomène-là? La réponse, pour moi, m'interpelle. Et on commençait à en parler. Le troisième élément, est-ce que ce problème des bébés noirs, c'est un problème qui est tombé du ciel? Est-ce que c'est une génération spontanée? D'emblée, je dis non. On y viendra tout parce à l'heure. qu'en moyen âge, 25 ans. Or, le monsieur Denis Sassou Nguesso est là depuis 28 ans. Donc, c'est une génération qui est arrivée sous la gouvernance de 28 ans de monsieur Denis Sassou Nguesso. On y viendra. Merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur un point, expédition punitive. Dr. Ben Tatouéré, je partage les propos de Guy Mafimba. Non, non, pas du tout. Je pense qu'avant de me prononcer sur cette expression, expédition punitive, je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a eu premièrement l'opération Bataille à Bakolo, qu'on avait connue, dont l'objet était aussi de poursuivre, en quelque sorte, de traquer ces bandits, ces Kuluna. Et ceux qui avaient la nationalité du Congo d'en face avaient été renvoyés, premièrement. Deuxièmement, il y a eu une deuxième opération, opération Likofi, menée conjointement par la gendarmerie nationale et la police nationale. C'est une opération qui est encore d'ailleurs en cours, même s'il y a beaucoup de failles. On est d'accord. Troisièmement, on va voir cette opération menée par l'armée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, et tout ceci est légalement justifié, ça veut dire quoi? Lorsque, pour la sécurité intérieure, il y a une menace grave, ça nous plonge immédiatement dans une situation exceptionnelle. C'est ça l'intervention de l'armée. Ça veut dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui menace la sécurité des populations. Quand je regarde, par exemple, notre architecture juridique, partons d'abord sur la Constitution. Quand on regarde les articles 90 et suivants de la Constitution, le président de la République est érigé au rang de chef des armées, c'est-à-dire qu'il peut donner instruction à l'armée en cas de défaillance des forces de l'ordre, de police et gendarmerie, pour que l'armée soit réquisitionnée. Ça existe même en France, l'article D 1321-3 du Code de la défense qui prévoit cette possibilité. Aux États-Unis, ça existe aussi, c'est ce qu'on appelle l'Insurrection Act. Ça existe depuis 1807. On l'a vu, Donald Trump, en août 2025 à peine, a demandé à ce que la garde nationale, l'armée, puisse se déployer dans de grandes villes pour traquer les bandits, traquer même les migrants. Donc légalement, c'est justifié. Et la réquisition n'a pas besoin d'un acte juridique concret pour le faire. Ça, c'est premièrement. Maintenant, pour revenir sur votre question sur... le caractère d'expédition punitive. L'expédition punitive. C'est vrai, quand l'armée intervient dans le cadre d'une opération... qu'il évoquait tout à l'heure. Oui, quand l'armée intervient dans le cadre d'une opération d'une grande envergure, il y a notamment des bavures. Ça, il faut le noter. Parce que l'armée n'intervient pas avec méthode. L'armée, ce n'est pas la police. L'armée, ce n'est pas la gendarmerie. Parce que l'intervention de la police et de la gendarmerie est encadrée juridiquement par le Code de procédure pénale. L'armée n'a pas de procédure. L'armée n'a pas de méthode. Donc, il se trouve que lors des opérations, s'il y a des... Elle agit dans le respect de la loi, l'armée, rassurez-moi. L'armée, quand elle intervient, l'armée peut... Parce que c'est comme si on était dans un état de guerre.
dans un état de guerre, ça veut dire en fait, il y a absence. Je vous le dis, il y a absence. Il y a absence de règles. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est les recours qu'il peut y avoir derrière pour engager la responsabilité de l'État. Je vous prends un exemple simple. On parle de grande démocratie. Aux États-Unis, quand l'armée intervient, quand la police intervient, il y a des bavures, on tue des gens. On tue des gens. Ça arrive. Mais est-ce que tous les Koulouna qui sont poursuivis aujourd'hui à Brazzaville, tous ont été tués? Non, c'est des cas, c'est que des cas qu'on peut prendre merci, à gauche et à droite. J'aimerais qu'on redonne la parole, s'il vous plaît, à M. Abel Patrick Obami Itou, pour réagir sur le caractère d'expédition punitive. Est-ce que vous partagez les propos de M. Guy Mafimba? Non, je ne peux pas partager cette expression. L'expression punitive, c'est violent comme expression. Déjà, monsieur le journal, je vais vous rappeler que le 4 mai, en mai 2024, la police et la gendarmerie ont conjointement mis en place l'opération coup de poing. Donc, les résultats factuels, je peux vous les donner, les statistiques. Il y a eu 1986 personnes qui ont été interpellées. 198 fumoirs ont été détruits. 6000 tonnes de faux médicaments détruits. 500 kilos de produits psychotropes. Donc, le problème de la violence globale, de la violence urbaine, elle est globale. Maintenant, je vais encore, au risque de me répéter, des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Je pense que c'est le docteur qui l'a dit, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le président, le garant de l'armée. Et donc, pour des questions de sécurité intérieure, il peut effectivement engager une unité de l'armée pour venir en soutien à la police et à la gendarmerie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette violence urbaine ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 3 décennies que cette violence a commencé. Il faut partir de la guerre de 97 à nos jours. Ceux qui ont vécu au Congo à cette période-là, le Congo n'était pas un pays en paix. Et je peux vous rassurer, du haut de cette tribune, que la paix, la sécurité, la stabilité, c'est le credo fondamental du président de la République. Dans tous ses discours, il parle de la paix. Maintenant, il peut y avoir des bavures, des défaillances de la force publique, résiduellement, mais il faut apporter des solutions globales, c'est-à-dire que ce soit la société civile, les acteurs politiques, même de l'opposition et de la majorité, parce que nous avons en partage le Congo. Et c'est ce qui nous unit. Il n'y a pas outre mesure que de trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui minent des violences urbaines. Donc, pour ma part, il ne faudrait pas qu'on soit dans l'émotion parce que l'enfer, c'est toujours les autres, comme disait Sartre. Mais aujourd'hui, je pense que cette opération est saluée par l'ensemble des Congolais. Vous vous rendez compte, une maman a peur de sortir à 18h parce qu'il y a un Koulouna. Il y a aussi la responsabilité des parents. Il y a l'éducation. On y viendra. Merci, M. Itou. On y reviendra. Je laisse M. Mafimba vous répondre et après la parole va circuler. Rassurez-vous. Juste très vite sur les questions juridiques. Et je tiens à dire à M. Obami Itou que vous n'avez pas le monopole des pleurs des Congolais. Moi aussi, j'ai des parents qui ont été tués par des Koulouna, n'est-ce pas? Vous n'avez pas ce monopole-là. OK? Première chose sur les questions juridiques. La DGSP, le décret numéro 2009-125 du 23 avril 2009 portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Décrète, article 1er, la Direction générale de la sécurité présidentielle est l'organe qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes, de marques et de ses biens. Voilà la prérogative essentielle de la DGSP. Oui, je suis d'accord avec vous que le chef de l'État, si on estime que la police et la gendarmerie sont défaillantes, peut faire venir
une composante de la force publique pour accompagner pour des questions de maintien d'ordre. Parce que la DGSP, la vocation, ce n'est pas le maintien d'ordre. Comme tout militaire. Comme tout militaire. Je vous prends l'exemple, on a pris l'exemple de Paris tout à l'heure. On a vu l'opération Vigipirate ici. Vous allez voir la force publique accompagnée par des éléments de la gendarmerie et de la police. Et encore, Vigipirate a été décrété suite aux attentats. Parce qu'en face, il y avait des gens qui avaient des armes. Mais par contre, ramenons aussi les choses à leur juste proportion. Je vous dis au bas mot, c'est 1000 jeunes qui, soi-disant, sèment la terreur à Brazzaville. Soi-disant, c'est pas sûr. Non, qui sèment la terreur à Brazzaville. On voit des images. Oui, qui sèment la terreur à Brazzaville. Mais est-ce que le pays que je connais, les officiers que nous connaissons, ne peuvent pas, dans une petite ville de 3 millions d'habitants, éradiquer, sinon atténuer? Mais monsieur, on va y arriver. La difficulté, c'est quoi? Ils ont parlé de 30 ans. Mais moi, je vous dis que le phénomène des Koulouna, je suis à Brazzaville, a commencé dans les années 2012-2013. Le phénomène est venu de Kinshasa et est arrivé. Mais il est arrivé un moment où le pouvoir en place, a plus ou moins accompagné. Ce que je dis là... Accompagner? Accompagner. Dans quel sens? Dans quel sens? Nous sommes à Brazzaville. Lorsque le phénomène a commencé, ils ont parlé de l'opération Mbata Bakolo. Mais parce que en 2014-2015, ces mêmes Koulouna, on les a utilisés comme auxiliaires de la police pour tabasser les opposants. Parce que ces mêmes Koulouna servaient pratiquement de relais à un certain nombre d'officiers de police véreux. Je vous prends le cas d'un certain, il le sait, d'un certain Morgan, officier proche de Ndengue, le général Ndengue. Ce monsieur a été pris la main dans le sac parce qu'il a parti voler chez une proche amie de Madame Claudia Sassou. Raison pour laquelle ils ont déclenché une opération et ils ont démantelé tout le réseau de la police qui travaillait avec des Koulouna. Donc ils étaient presque des auxiliaires dans tout ce qui est violence. Je termine pour ne pas garder la parole. Tout à l'heure, qu'est-ce qui entretient ce genre de bande? C'est la drogue, c'est le tramadol. Mon frère Obami tout l'a dit tout à l'heure. Comment pouvons-vous expliquer que on sait que ces jeunes utilisent les machettes? Quelle a été la responsabilité des autorités pour interdire, par exemple, la vente des machettes? Le tramadol, comment autant de quantités de tramadol rentrent au Congo-Brazzaville et vendue? Et la drogue, qui ne sait pas que le Congo est devenu pratiquement un passage obligé du trafic de drogue. Donc, il y a une responsabilité. Je n'exonère pas la responsabilité des familles ou des jeunes, mais il y a une responsabilité de l'État dans ses fonctions régaliennes. Très rapidement, vous aurez la parole, monsieur, mais attention, il y a une affirmation, à mon avis, assez particulière. Je me tourne encore, pardonnez, je vous donne la parole tout à l'heure, mais comme le parti présidentiel est là, ils vont réagir très vite. Monsieur Bamitou, regardez, monsieur Mafimba dit que vous avez utilisé les Koulouna à l'époque pour tabasser des opposants. Est-ce que vous reconnaissez dans cette affirmation-là? Vous savez, les hommes politiques, les grands hommes d'État sont des hommes qui sont dans la pondération pour éviter l'invective et le mensonge. Je ne suis pas là pour partager les émotions négatives de M. Mafimba. Maintenant, si M. Mafimba pense que le pouvoir de Brazzaville accompagne les délinquants, je puis lui rassurer que la force publique, je l'ai rappelé tout à l'heure, en mai 2004, a détruit, statistiquement, c'est des statistiques qui sont... Est-ce qu'il peut répondre sur le cas de M. Morgan, capitaine Morgan? Oui, non, mais je ne parle pas de Morgan. Morgan, c'est... Mais Morgan était qui? C'était pas le lieutenant de Ndengue? Monsieur Mafimba, je ne vous ai pas interrompu lorsque vous parlez. Allez-y, monsieur, allez-y, terminez. On apporte des solutions, enfin, on est des adultes. Vous avez parlé de mensonge. On va laisser réagir, allez-y, monsieur. Je pense que la force publique est dans son rôle de défendre la sécurité des personnes et des biens quand un pays est menacé. Maintenant, c'est une situation exceptionnelle. On n'a pas dit que cette opération, c'est une opération... Ça, c'est dit. Une opération à court terme. À moyen long terme, il faut trouver des solutions globales. D'ailleurs, on va le faire dans cette émission aussi. À Aubéville, il y a un centre
de réinsertion des jeunes. À Poconia, il y a un centre de réinsertion des jeunes. Les sociologues doivent être mis à contribution, la société civile, pour apporter des solutions qui sont globales à cette violence urbaine. Et la violence urbaine, je peux vous dire, comme a dit Mafimba, lui non plus n'a pas le monopole du cœur de la souffrance des Congolais, parce que nous sommes tous des Congolais en souffrance. Et nous voulons bien que ce pays-là soit en paix. Donc je ne peux pas admettre qu'ils disent que le pouvoir de Brazzaville a accompagné les opposants. Je peux dire, le monsieur Mafimba, que je suis d'ailleurs, il est représentant de Kombi Salissa. Mais Kombi Salissa, c'est un grand frère à moi. Je l'ai connu dans des moments où il a créé le KDMG. Je fais partie des cofondateurs du KDMG. Vous voyez? Donc, on est une famille. On n'est pas dans ce débat. Laisse terminer, monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais. Quand on est Congolais, on connaît tous la responsabilité qui nous incombe. Je peux comprendre que M. Mafimba soit dans l'opposition. Il est d'ailleurs même candidat. Mais quand on est candidat, on cherche à rassembler l'ensemble du peuple. On ne peut pas simplement se braquer contre un peuple, c'est la majorité présidentielle. Nous sommes tous fils d'un même pays. Et ce qui nous unit, c'est la République, l'esprit patriotique qui nous engage. Monsieur Mafimba, peut-être que oui, vous avez des raisons, il y a des faits divers, des morgats, mais je suis en train d'apporter une réponse collective à la violence urbaine. Bien. Toutes les intelligences, permettez-moi, toutes les intelligences, oui, on va s'y faire la parole après, pour apporter une solution adaptée. C'est le but de l'émission, mais il fallait clarifier parce que c'était une affirmation quand même assez grave de dire que le pouvoir entretient quand même le phénomène des Koulouna. Donc c'est pour ça que je voulais laisser la parole. Affirmatif, je vous dis que c'est un mensonge, monsieur Mafimba, c'est de l'invective, c'est de la diffamation. Les hommes politiques dignes de ce nom ne sont pas dans la diffamation ni dans le mensonge. Moi, je vous dis, les statistiques, il n'a pas les statistiques, M. Mafimba, pour dire combien de personnes ont été interpellées. Dans les maisons d'arrêt, vous savez combien de jeunes sont dans les prisons? Merci combien beaucoup. ça coûte à l'État congolais de les entretenir? Allez-y, Lucien. Il faut que s'il vous plaît, M. Obami, tout. D'abord, il n'y a pas d'attaque abdominale, effectivement. Attendez, non, vous nous reprochez d'être dans l'émotion. Attendez, on vous a écouté. Allez-y, Lucien, allez-y. Voilà. Vous nous reprochez d'être dans l'émotion. C'est vous qui êtes dans l'émotion. C'est un problème global, collectif. On essaie de présenter les faits. Bien, l'expérience politique, que vous la vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, de M. Magloire Mafimba, l'amène à poser un certain nombre de faits. Bien, répondez-lui sur ces faits-là, plutôt que d'apporter l'élément émotif dont vous nous avez reproché tout à l'heure, pour essayer de décrire une situation difficile. Bien, alors ma question, une fois ceci mis en place, ma question est la suivante. Très bien, monsieur Obami Itou, le docteur a mis l'accent sur le caractère exceptionnel de l'intervention, effectivement, de l'armée. Mais de grâce, il a fallu attendre 15 ans. Oui, mais laissez-moi arriver. Il a fallu attendre tout ce temps-là pour reconnaître que c'était un fait absolument important. Soyons sérieux. Attendez, où se trouve la prévention dans cette affaire? On a porté une réponse que vous... Alors, je ne discute pas les prérogatives du chef de l'État, mais on a l'impression que la réponse est tardive. Vous conviendrez avec moi quand même. Non, je ne peux pas vous dire que la réponse est tardive, mais je peux admettre effectivement qu'il y a une situation exceptionnelle parce qu'effectivement, la violence urbaine elle devient... Ça fait longtemps qu'elle existe. ...accentuée. Maintenant, vous l'avez dit, ce sont les prérogatives du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées. Quand il déclenche une opération exceptionnelle, ça veut dire qu'il y a une situation exceptionnelle. On ne va pas se répéter. Dans les cas, je l'admets en toute sincérité. Monsieur Obami, ce que vous êtes en train de dire, là, nous l'avons déjà écouté. Hein. Au-delà de
de l'intervention tardive, il y a l'intervention opportuniste. Bon, vous savez quoi, monsieur? L'opération Mbata Bakolo a été déclenchée comme par hasard à la veille des élections. Donc, on va y arriver dans le deuxième épisode. Mais j'aimerais qu'on puisse parler des causes et commencer à présenter les solutions, sinon on ne pourra pas avancer. Bon, voilà, tout à fait. Il y a eu une opération coup de poing. Je vous ai donné les statistiques. Non, vous les avez pas. On va parler des causes, monsieur. Vous aurez la parole tout à l'heure pour vos solutions aussi. Oui. Juste pour éclairer. M. Mafima n'a pas les statistiques pour démontrer que la police... Non, mais on va parler des causes, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. On va parler des causes, monsieur Obami. Sinon, on n'avancera pas. Une opération conjointe entre la police... Mais s'il vous plaît, monsieur Obami, vous n'allez pas monopoliser la parole. Des statistiques... On n'est pas au congrès du PCC. Mais s'il vous plaît, monsieur, on va s'écouter. Monsieur. Donne les faits. Les faits sont réels, les faits sont là. Très bien. On a plus notre statistiques, monsieur Itou. Juste Vous n'avez aucune statistique. Je vous les donne. Acceptez. Il y a un travail de fond qui se fait. Il faut l'accepter, monsieur. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur Itou. Monsieur Mbemba, allez-y. Merci. Juste pour éclairer le cas dans lequel nous sommes. Les causes, on va pas les causes. Oui, bien entendu. Tous ici, nous reconnaissons que ce phénomène date au moins de 3 décennies. Brazzaville, le Congo, ce n'est pas un îlot. Les Noutis à Abidjan. Les enfants talibés, les enfants de rue à Dakar. Les microbes à Abidjan. Ce qui se passe à Yaoundé. Quelles ont été les solutions apportées par les pouvoirs publics? À Kinshasa, à côté. À Kinshasa, à côté. C'est pas fini, Kinshasa, pour pouvoir endiguer cette violence. En plus, c'est la peine de mort là-bas. Voilà. Pour pouvoir endiguer cette violence dont parle notre compatriote. Nous savons que des pays comme le Sénégal ont mis en place des mécanismes pour pouvoir... Parce que ce qui se passe avec les bébés noirs, ce phénomène, il est vécu aussi à Dakar. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place, entre guillemets, avant les mesures sécuritaires? Il y a eu de la prévention. Il y a eu effectivement des acteurs de la société civile. Il y a des centres de réinsertion qui sont en train de se créer. Maintenant, c'est des solutions à moyen et long terme qu'il faut apporter. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une solution de réinsertion immédiatement, mais je dis qu'il y a des politiques globales. Bien, mais j'ai l'impression que ces politiques-là, peut-être, ne sont pas encore efficaces. Parce que regardez, des personnes qui... La plupart de ces jeunes sont des récidivistes. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question, c'est ce qu'on essaie de se poser ici ensemble, trouver des solutions sans pour autant critiquer, sans pour autant remettre en cause ce qui a été déjà fait. Vous avez évoqué des chiffres assez intéressants, mais chacun aussi pourra aller un peu plus loin dans la profondeur. Vous avez parlé de la responsabilité des parents. J'aimerais aussi qu'on aborde cette question du volet sécuritaire. S'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut encadrer encore, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réinsertion? Donc, je vous appelle, messieurs, à réduire votre temps de parole, à être assez succinct pour permettre à chacun de parler. Allez-y, monsieur. Notre compatriote a fait allusion effectivement à ce qui s'est passé, les crises de 93-97, et il a tout à fait raison. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place par rapport à cette population qui a vécu des traumatismes? Vous savez, je prends un exemple factuel, rapide. Pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'après le confinement, beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui des troubles psychiques, des troubles psychiatriques. Mais les enfants qui ont vécu la guerre, qui ont aujourd'hui 25, 30 ans, voire plus, qu'est-ce que nous, en tant que pouvoir public, avons mis en place comme stratégie politique pour pouvoir les accompagner dans cette souffrance-là? Parce que les violences, les chocs post-traumatiques, ce sont des moments délicats, difficiles pour cette population jeune. Donc aujourd'hui, effectivement, si on n'interroge pas ces facteurs qui ont été à l'origine, effectivement, de ces déviances, de ces difficultés, si on ne les interroge pas, si on ne prend pas en compte ces moments particuliers qui ont fait que cette jeunesse, qui n'était plus déscolarisée, qui n'avait plus des espaces de socialisation, qui n'avait plus des espaces d'apprentissage, qui n'avait plus accès à la rencontre de l'autre, cette jeunesse se retrouvait totalement démunie dans la manière de se construire. Et on s'étonne aujourd'hui que cette jeunesse est totalement dans une forme de perdition. Mais parce que les choses n'ont pas été installées en amont. Au-delà de l'État, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de responsabilité des parents, monsieur? Alors, on peut le dire comme ça, mais il faut expliquer. La responsabilité des parents, elle existe. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que les crises dont parlait notre compatriote, ces crises-là ont détruit le tissu familial? Ces crises-là ont détruit les solidarités intergénérationnelles? C'est la question qu'il faut se poser. Si effectivement ces crises
on détruit le tissu familial, désorganiser l'organisation sociale. Mais on comprend aujourd'hui que c'est difficile, et pour les parents, et pour la société. Bien. Mais éluder cette question, on ne pourra pas avoir des solutions adaptées. Bien. Dr Ben Luther, le diagnostic. Oui, très rapidement, je crois que le doyen ici a donné lecture, je suis juriste, hein, pardonnez-moi. Moi, j'ai envie de lire un article seulement de la loi numéro 2010-2021 du 27 janvier 2021 portant statut général des militaires et des gendarmes. L'article 1er de cette loi dit que leur mission est de préparer, d'assurer la défense militaire et la sécurité du territoire national, des institutions de la République, ainsi que des populations et de leurs biens. Non, et de leurs biens. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre de mission. On va aller vite. Oui, allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée participe aussi à des missions de maintien, de protection lorsque la sécurité nationale est menacée. D'un point de vue juridique, c'est déjà clarifié. Tout à l'heure, on parlait de la prévention. Bon, la sécurité, c'est la prévention. La sécurité, c'est la prévention. Non, c'est une réponse. Non, la sécurité, c'est la prévention. Le maintien de l'ordre public, voilà. C'est quoi? Carlyle, vous avez, de par votre formation de juriste, vous savez que l'ordre public, c'est quoi? C'est sécurité, salubrité et tranquillité publique. Point. Donc, ça participe aussi de la prévention. Maintenant, au cours de l'opération, il peut y avoir changement. Si on attrape par exemple un individu en flagrant délit, ça se transforme en une opération judiciaire. Pour revenir sur le diagnostic, ici, quand le doyen ici présente les choses, c'est très bien. Ce qu'il dit, il a vraiment raison. Mais on a l'impression qu'il s'agit de toute la jeunesse congolaise en fait. Tout à l'heure, le doyen nous a donné un échantillon en disant qu'il ne s'agit que de 1000 jeunes. 1000 jeunes à Brazzaville. 1000 seulement. Oui, 1000. Oui. Donc ça veut dire que la majorité de la jeunesse, de cette jeunesse congolaise, ne s'emploie pas de tels actes. Mais pourquoi? On va s'écouter, messieurs. Attendez. Pourquoi est-ce que la majorité des jeunes congolais ne s'emploient pas à de tels actes? Est-ce que ça veut dire que tous, ils sont riches? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des parents qui travaillent? Non, ils ont aussi des parents pauvres, qui souffrent. Mais pourquoi ne s'adonnent pas de tels actes? Et c'est là que plutôt que de condamner toujours l'État, mais c'est là qu'il faut voir aussi la responsabilité des parents. C'est là qu'il faut voir la responsabilité des parents. 1000 jeunes seulement, 1000 jeunes qui s'emploient à de tels actes. Mais la jeunesse congolaise ne compte pas que 1000 jeunes. Bien. Non. Merci, Dr Ben Luther. Alors, Lucien, oui. On va sur le diagnostic, monsieur, parce qu'après, c'est l'état des propositions. Alors, sur le diagnostic, on peut l'entendre. Je veux dire que mon collègue ici a mis en avant, en fait, les facteurs qui expliquent cette situation. Bien sûr, ce n'est pas toute la jeunesse. Bien sûr que c'est une partie de la jeunesse. Et si on reprend un certain nombre de critères d'âge, ils sont entre 10 jusqu'à 25 ans et quelquefois encore moins. Et dans ce groupe essentiellement de jeunes gens, on commence à voir maintenant des jeunes filles. Oui, très important. Oui. C'est d'abord un phénomène urbain. Et les villages, effectivement aussi, peuvent un jour être guettés. Mais pourquoi plus les villes que les villages? Mais parce que dans les villages, comme a dit mon collègue ici, les alliances familiales sont beaucoup plus fortes encore, jusqu'à quand, que dans les villes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous dites, docteur, en effet, il y a les familles, en effet, qui sont riches et les enfants, tout le monde ne devient pas couleur, mais vous avez parfaitement raison. Sauf que notre Constitution, l'article, vous qui êtes juriste, vous le savez bien, l'article 29 reconnaît à la Constitution, en fait, le droit de s'occuper de la jeunesse, de lui trouver un emploi, et d'aider, effectivement, dans son article 40, de protéger cette jeunesse. Il y a, quelque part, une faillite de l'État. Non, ça, on ne peut pas l'ignorer. Non. Bien sûr, puisqu'on est dans le diagnostic. Oui. Donc, je m'appuie sur des éléments concrets. Il y a une faillite de l'État. Cette faillite de l'État fait que, du coup, ces jeunes Koulouna, il ne s'agit pas de les excuser, mais d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Il y a le chômage urbain. Il y a effectivement le fait que, par exemple, les familles aujourd'hui sont éclatées. Vous avez, par exemple, quand il y a des personnes qui meurent, on vient faire sortir la mère, on vient faire sortir le père, avec les enfants. Ils se retrouvent dans des petits groupes.
des groupes de petite taille. Et dans ces groupes de petite taille, sociologiquement, vous avez des gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Vous avez des types comme Park aux États-Unis, dans les années 20, Clifford, etc. Que disent-ils? Et si on, ils disent en fait, ces petits groupes, et vous avez donné les raisons tout à l'heure, tramadol, narcotrafic, etc. Ils existent bien. Ils trouvent au sein des groupes ce qu'ils ne trouvent plus dans l'État. C'est-à-dire, ils trouvent quoi? Un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité, un sentiment d'alliance avec les autres, bien sûr. Dans le vol, dans l'agression. Ils font de leur loi. Parce que la cause vient, selon l'exemple que vous venez de prendre, vient de l'éclatement au niveau des familles. Allez-y, c'est d'abord la responsabilité familiale. C'est que ça se traduit par la violence, par le vol et par les viols. Ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans cette affaire. Dans ce cas-là, il faut parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Plutôt que de passer notre temps à dire voilà ce que nous allons faire, d'abord on admet qu'il y a un décalage entre la Constitution et la réalité. D'accord? Qu'il y a une espèce de perdition. Il faut apporter des réponses idoines. Et ces réponses, on y viendra. Vous aurez le temps de donner vos propositions sur ce plateau. Rassurez-vous, Guy Mafimba, sur les diagnostics rapidement. Le diagnostic rapidement. Oui. Je vais lister, tout simplement, lire ce que le président Sassou venait de dire lors de la 81e session des Nations Unies. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le diagnostic que lui-même il a fait. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le cas de la paix, de la paix sociale. En l'occurrence, chez nous, c'est la paix sociale. Il dit quoi? Il ne peut y avoir de paix durable sans développement et inversement. La pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, l'exclusion sont les terreaux qui nourrissent frustration, instabilité et extrémistes. C'est le patron du pays, le président, le chef de l'État, le président du parti de M. Obamitou, qui vient de le dire. Tandis que lui-même, il reconnaît que l'inégalité, le chômage des jeunes créent et poussent les gens à l'extrémisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? De manière ramassée. Le dernier recensement, 70% de notre population est jeune. Est jeune, 70%. Et la moyenne d'âge de ces fameux Koulouna, 25 ans. J'insiste de dire que c'est 28 ans à 25 ans, donc ils ont connu que Denis Sassou Nguesso depuis le retour au pouvoir. Lorsque vous avez détruit l'éducation, lorsque vous avez détruit les tissus familiaux, parce que papa et maman sont au chômage, toute perspective en termes économique et autres, le Congo, on peut compter plus au Congo, monsieur Karid, écoutez-moi, le nombre de casernes que le nombre d'usines. Il y a plus de casernes au Congo que des usines. Au Congo aujourd'hui, la bière, c'est le produit le plus accessible parce qu'il y a des bars où on fait la promotion de 3 bouteilles de bière le plus moins cher. Pas toi l'Afrique. Voilà. Au Congo aujourd'hui, ce qui est devenu presque le business qui marche, ce sont les hôtels. Passez-moi le terme, les hôtels de passe. Au Congo aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est l'industrie de la morgue. Parce qu'il y a plus de morts dans les morgues. Vous aurez la parole aussi tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole. En une seule phrase. En une seule phrase. Ça, c'est pas un diagnostic. Allez-y, non, monsieur, s'il vous plaît. Allez, terminez. Oui. Je disais ceci. Oui. Au Congo, ceux qui sont au pouvoir ont dit ils avaient planqué, ils avaient mobilisé 14 000 milliards de francs CFA pour les générations futures. Je pose la question à monsieur Obamitou, où sont partis les 14 000 milliards de francs CFA pour les générations futures? La réponse c'est quoi? C'est qu'il y a des Koulouna blancs, en col blanc, qui ont pillé cet argent, volé cet argent, qui fait en sorte qu'on n'a pas pu ériger des écoles, on n'a pas pu créer des usines, on n'a pas pu donner une perspective à cette jeunesse. Il nous reste une dizaine de minutes. Messieurs, je vous appelle à votre succès de repriser parole. Vous êtes un acteur politique, Guy Mafimba, ça tombe bien, je vais rester avec vous avant de faire circuler la parole. Vous avez dressé un constat. Si vous étiez en responsabilité à l'heure actuelle, quelle aurait été votre réponse face au coup? Très simple. Vous savez, j'ai été aussi de la force publique. Et j'ai fait la proposition à un des responsables, pour vous dire que je suis un patriote, à un des responsables qui est aujourd'hui au pouvoir. Je lui ai envoyé un message hier par WhatsApp. Je lui ai dit ceci. Monsieur, prenez la responsabilité de créer un cadre, un comité interministériel. Mettez d'un côté le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Mettez en place une nouvelle doctrine de défense et de sécurité.
à court terme pour atténuer, sinon éradiquer ce phénomène. En faisant Donc, quoi? répression. Non. D'abord, la réponse est sécuritaire. Oui. Pas. C'est-à-dire qu'on ne va Oui, pas voilà. traiter le crime par le crime. On fait quoi? Non, On fait quoi? La Fini. répression, c'est pas Laissez- forcément non, un messieurs, crime. on ne va pas s'interrompre, on va s'écouter dans les propositions. On fait quoi? On Oui. fait quoi? On met en place des unités en poste avancé dans les commissariats. Oui. On active les renseignements généraux qui vont identifier les zones criminogènes. On va les prendre un à un et on va démanteler les Ça, c'est à réseaux. court terme. Et À long ça, terme. c'est à court terme. À À long- long terme, oui. il faut véritablement mettre en place des politiques publiques qui vont relancer l'éducation dans notre pays, qui va relancer la machine économique pour créer véritablement des emplois et faire en sorte que... Mais malheureusement, c'est pas avec ce pouvoir-là qu'il le peut, Bien. tout simplement parce que ces gens Merci pour vos propositions, Dr Ben Luther. Alors, très rapidement, je prends d'abord le volet éducation, puisque nous sommes dans les propositions. Moi, j'ai été voir des rapports de l'UNESCO, l'UNICEF et de la Banque mondiale en termes d'éducation. J'ai fait un comparatif de ces mêmes rapports dans l'espace de la CEMAC. Vous avez la Guinée équatoriale qui chapeaute avec 94% de taux d'alphabétisation. Le Congo vient en deuxième position avec 80% du taux d'alphabétisation. Donc, pour les jeunes allant de 15 ans, Oui. de 15 ans à 24 ans. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà aujourd'hui des initiatives qui sont prises par le gouvernement. On a parlé tout à l'heure du centre d'Aubéville, que j'ai moi-même vu les images à la télé, un centre moderne où il y a tout pour la réinsertion de ces jeunes. 3 autres centres sont en construction pour réinsérer notamment ces jeunes. Il ne faut pas toujours donner l'impression que le gouvernement ignore ou occulte totalement On continue ce phénomène. sur les centres de réinsertion. Voilà, Premier donc, point. Deuxième, il y a allons-y. des centres de réinsertion. Ouais. 400 places. Très bien. 400 Maintenant, l'idée, ce que le doyen vient de proposer, c'est quoi? À long terme, ça va être Centres de réinsertion, pas de... et sur le volet sécuritaire. apprentissage des métiers, etc., qui vont Ok. leur permettre d'avoir Donc, on poursuit les opérations militaires. Les opérations Enfin, les militaires, opérations de... Voilà. oui, mais ça, c'est à court terme. Ouais. C'est à court terme. Jamais l'armée ne peut se substituer à la police sur le long terme. D'accord. C'est à court terme le temps d'éradiquer l'opération. Après, À long terme. il faudra maintenant, à long terme, créer trouver des solutions alternatives, la création des emplois, etc., pour pouvoir Et qu'en est-il des permettre parents? aux jeunes et aux parents. Alors, pour les parents, là aussi... Vous êtes juriste. voilà. Est-ce qu'une responsabilité est nécessaire dans ce cas? Alors, si on est en matière pénale, la responsabilité est individuelle, Oui. en matière pénale. Mais il y a une responsabilité morale. Parce que le garde des Sceaux ici en Voilà. France, lorsqu'il y avait les Oui. émeutes urbaines, avait pointé C'est la du doigt. responsabilité Oui. morale. C'est la responsabilité morale des parents parce qu'en tant que parent, on a une responsabilité morale de pouvoir éduquer son enfant. Ces Koulouna-là ne sont pas que des gamins de 15 jusqu'à 25 ans. Il y en a qui ont 8 ans, 12 ans, 13 ans. Effectivement. Mais un parent qui laisse son enfant de 10 ans, de 12 ans, dehors à minuit, il y a un problème. Il y a un problème. Ça aussi, Donc, il faut le voir. responsabilité. Merci, docteur. Que la responsabilité est partagée. Alors, Lucien. pour moi, la force doit revenir, en fait, la loi doit revenir à La force doit revenir à la loi, oui. à la loi. Bon, dans les quartiers, il faut en effet que le côté sécuritaire continue. Mais il faut être très concret. Ça veut dire créer des référents qui soient en lien avec l'armée et permettre aux maires des différents arrondissements de travailler en symbiose avec les forces de l'ordre. Bon, voilà sur le plan sécuritaire. Police de proximité. Voilà, police de proximité, Oui. absolument. Il faut que les quartiers soient émaillés, il faut que la force de l'ordre soit présente, qu'on la voit. La dissuasion. Voilà, dissuasion. Bien. Sur, effectivement, le côté, je dirais, prévention. Bah, il faut réintroduire ces enfants Koulouna dans des métiers, effectivement, adaptés. Pour la plupart, ils sont analphabètes, ils ne sont pas très éduqués, ou ils ont laissé le système scolaire bien avant. Donc, créer des centres de métiers qui soient adaptés. Parce qu'il y a un problème au Congo, il y a le discours sur l'emploi, et puis il y a la réalité qui ne colle pas. Et puis, allons-y sur la réinsertion professionnelle. Troisième axe. Sur ce troisième axe, il faut créer des emplois multiples, d'accord, pour que ces jeunes-là, Koulouna, voient que les jeunes peuvent travailler aussi. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Lucien. Oui, justement, comment penser, je dirais, les stratégies et les politiques publiques pour prévenir et lutter efficacement contre les violences. Je dis ceci. J'ai dit tout à l'heure que ces enfants qui ont vécu ces crises sont des enfants qui ont besoin de soins, sont des enfants malades. Je donne quelque chose de factuel.
nous sommes ici en France. Vous n'allez pas demander à un SDF tout de suite d'aller apprendre des métiers. Il faut d'abord traiter les difficultés qui ont fait que cette personne se retrouve dans cette situation. Accompagnement. Donc, voilà, tout à fait un accompagnement socio-éducatif nécessaire, mais par des équipes pluridisciplinaires, notamment les éducateurs, les soignants, des infirmiers, des médecins, des psychiatres, des ergothérapeutes, des rééducateurs, pour pouvoir effectivement faire équipe autour de Ça existe à Aubéville, hein. Il y a un centre de désintoxication à Aubéville qui a été créé. Non, tout à fait. Tout à fait. Pour pouvoir faire équipe autour de cette population qui est totalement en difficulté. Et puis par après, effectivement, ça donc c'est la première partie, traiter les difficultés, traiter la maladie par des soins. Mais non, par après, effectivement, je suis d'accord avec vous, regardez. Très intéressant au niveau des municipalités parce qu'effectivement, il y a tout un travail d'insertion au niveau sportif, au niveau éducatif, au niveau professionnel dans les mairies. Mais surtout, chez nous, mais surtout, non, c'est à proposer. Mais surtout, et là, je rejoins Guy Mafimba, comment à partir de nos territoires reconstruire des lieux de vie avec des artisans qui vont, des adultes dignes de foi, qui vont pouvoir accompagner ces enfants à travers les métiers, mais je dis bien dans des lieux de vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre pour apprendre, il s'agit d'apprendre pour pouvoir porter quelque chose. Et ça se passe effectivement, l'État doit accompagner ses artisans en donnant des moyens à ces artisans pour que ces lieux de vie deviennent des lieux d'apprentissage, de socialisation pour les citoyens de demain. Et l'éducation est gratuite au Congo depuis 2008. Je termine avec M. Abdel Patrick Obami. Ici la jeunesse. Abdel Patrick Obami, sur vos propositions sur ce que le PCT, le gouvernement a déjà mis en place et compte mettre en place dans les années à venir, surtout en prélude de la présidentielle. Vous savez, monsieur le journaliste, la critique est aisée, l'art est difficile. Les politiques qui sont mises en place de réinsertion des jeunes sont visibles. Je crois que le docteur l'a dit, il y a des centres de réinsertion à Aubéville, il y en a qui sont en train d'être créés à Poconia, mais je suis tout à fait d'accord avec les intervenants qui ont parlé qu'il faut une solution globale à cette violence urbaine. Préparer les jeunes à l'emploi, à la réinsertion, créer des conditions d'inclusion sociale, créer de telle sorte que cette harmonie entre les jeunes, parce que notre jeunesse, elle est plurielle. Il y a une jeunesse politisée, il y a une jeunesse active, il y a une jeunesse consciente, il y a une jeunesse qui se bat, il y a une jeunesse entreprenante. Et on ne peut pas effectivement dire que toute la jeunesse congolaise, vous l'avez dit, les chiffres, il y a 1000 jeunes. Donc il faut apporter des solutions globales de gouvernance, mais les réformes ne peuvent pas être visibles à court terme. Lorsqu'on engage des réformes, c'est toujours à long terme. Nous vivons en France, nous savons aujourd'hui, les réformes structurelles prennent du temps à se concrétiser dans notre société. Effectivement, il faut apporter des solutions adaptées aux problèmes de la violence urbaine. Bien. Autrement dit, il faut restaurer l'État-providence, contrairement à ce qu'a dit Merci beaucoup. Et si le Congo n'aimait pas sa jeunesse, nous devons aussi nous servir de... Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir essayé de comprendre ce phénomène et puis d'avoir proposé vos solutions. Charge maintenant aux autorités. Pour terminer, monsieur le journaliste, je vais vous dire que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est un homme de paix. Dans tous ses discours, il le dit, la paix, c'est le credo fondamental de son engagement politique. La paix ne nourrit pas son nom, monsieur. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir pour débattre. Vous avez dit sur des sujets qui concernent les Congolais. L'idée ici, c'est de faire un diagnostic, poser en tout cas les problèmes sur la table et apporter des solutions. Je pense que chacun d'entre vous a essayé de le faire. Merci beaucoup et puis bon rendez-vous très prochainement. Je vous ai dit, nous consacrons nos antennes à l'actualité politique et sociale au Congo en prélude de la prochaine élection présidentielle. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Clicquot de Mec à la réalisation et bonne suite de programmes sur des antennes de Global Africa Télé Sud.